tous, je m'appelle Geoffroy Méry, je suis tout fraîchement interne de pneumo à Grenoble. Aujourd'hui, on va faire un petit topo d'infections. Donc, je vais vous parler un petit peu des infections courantes qu'on rencontre durant la splénie. C'est un sujet qui va être un petit peu transversal. On va faire un petit peu de médecine interne avec de l'immuno. Mais au niveau de la splénie, je vais surtout me concentrer sur des notions d'infection. Voici la problématique de ma diapo. Je pense qu'elle s'explique d'elle-même. Alors, pour en arriver à la splénie, je vais d'abord dériver sur quelques sujets qui vont peut-être vous paraître un petit peu hors sujet, justement, qui sont probablement un petit peu borderline des ECN. Je vais couvrir la majorité de ces sujets et ce qu'il faut savoir dessus pour que vous n'ayez pas besoin de chercher d'autres sources ailleurs. Un petit rappel sur le système immunitaire que vous connaissez. Je vous ai mis une définition un peu concise. Au niveau de l'immunité, je voulais vous faire un rappel, puisqu'on peut la séparer en deux classifications, soit humorale et cellulaire, soit innée et acquise. Ces deux classifications sont évidemment complémentaires. On va s'intéresser à plusieurs groupes dans notre topo là, de cette immunité. On va s'intéresser beaucoup au complément, qui est à la fois humoral et inné. Alors, inné veut dire qu'elle ne s'adapte pas à l'antigène qu'on lui présente. Les épitopes qu'ils vont reconnaître vont être constants, à la différence des immunoglobulines des plasmocytes par exemple, dont les épitopes qu'ils reconnaissent vont être très nombreux du fait de la modification de la fraction variable. Humoral veut simplement dire que cette partie de l'immunité se passe d'une action cellulaire directe, et là on le voit puisque le complément c'est des protéines, et les immunoglobulines sont des protéines aussi sécrétées par les plasmocytes, mais qui ont donc une action indirecte par rapport aux cellules. Lorsque les cellules sont directement impliquées, c'est l'immunité cellulaire, et là on retrouve dans le système inné, donc dans des cellules qui ne modifient pas leur façon de reconnaître les étrangers, les cellules présentatrices d'antigènes, les natural killers, les phagocytes et les polynucléaires des trois familles. Alors que dans l'immunité acquise, on retrouve les lymphocytes T et plus ou moins les lymphocytes B qui vont sécréter les immunoglobulines et qui eux vont pouvoir adapter les antigènes qu'ils reconnaissent. Quelques rappels au niveau de la rate. La rate est un organe très complexe avec de nombreux rôles. Pour le comprendre, je vous ai fait ce petit schéma histologique qui est pas forcément des plus beaux, mais qui est des plus simples. Le premier rôle de la rate va être celui d'épurer les hématies. La rate est très riche en macrophages. Ces macrophages vont épurer les hématies sénescentes d'un côté pour en récupérer le fer. Ça va participer au métabolisme ferrique. Et d'un autre côté, elles vont aussi épurer les cytoplasmes des hématies circulantes. Ça va avoir un intérêt dans les pathologies comme le paludisme, dont les protozoaires sont intramhématiques. Ces macrophages se situent dans la substance rouge de la rate que j'ai représentée en rouge. La rate est aussi un réservoir. Je voudrais attirer votre attention tout d'abord sur des lymphocytes B marginaux qui se trouvent dans la zone marginale et qui vont sécréter des IgM particulières, des IgM qui ont une capacité d'opsonisation, terme sur lequel je reviendrai tout à l'heure. On retrouve aussi dans la rate des plasmocytes mémoire et des leucocytes qui attendent d'être activés. Et enfin, dans la substance rouge, on va retrouver aussi des érythrocytes et jusqu'à 30% des plaquettes de l'organisme, ce qui n'est pas négligeable. Et enfin, en dernier lieu, je voudrais souligner que la rate est aussi un lieu de synthèse important de protéines, et notamment deux protéines dont le nom n'est pas à retenir pour les ECN à mon avis, mais qui sont importantes pour comprendre la physiopathologie de la splénique. Retenez surtout leur fonction. Il y a une protéine dont la fonction est d'aider l'opsonisation, donc ça on en a déjà parlé. C'est le même rôle que les IgM des lymphocytes B marginaux, et on va en reparler tout à l'heure. Et aussi une molécule qui va s'intégrer au système du complément. Avant d'attaquer l'explication du système du complément, je vous mets un petit schéma récapitulatif, un tableau que j'ai trouvé sur ce site, qui est un site de recommandation suisse, mais qui fait des récapitulatifs assez complets et assez clairs de certains points de physiopathe. Donc au moins pour aller chercher des notions sur la splénie, vous pouvez vous y rendre. Donc on va aborder le système complément. Je mets un point d'interrogation au rappel parce que personnellement c'est une notion que je n'avais pas vraiment abordée durant mon externat, donc je ne sais pas si ça va être un rappel pour vous. Système complément, c'est un vaste système de protéines qui regroupe plus de 35 protéines qui sont plus ou moins impliquées directement dans les voies que je vais vous décrire. Donc certaines sont là pour la régulation, d'autres sont juste gravitent autour de ce système. La finalité du système complément, c'est un complexe d'attaque membranaire. C'est une porine en fait, transmembranaire, qui va se ficher dans les membranes de cellules par exemple bactériennes et qui va
permettre une grande perméabilité à l'eau qui va aboutir à une lysosmotique de la cellule. Pour accéder à ce complexe d'attaque membranaire, plusieurs voies. La voie classique, là, pas besoin de retenir les grands détails. Sachez juste que, ici, j'attire votre attention, la voie classique reconnaît la fraction constante d'anticorps quand ces anticorps ont été couplés à leur antigène. En gros, ça va être des anticorps activés lors d'une infection ou d'une inflammation. Plus accessoirement, et vous n'avez pas forcément besoin de le retenir, c'est toujours bon à savoir, que la voie classique peut aussi être activée par certains bacilles gram négatifs, certains virus, et des produits intracellulaires comme des fragments d'ADN. Donc ça va engendrer des cascades d'apoptose quand il rencontre des corps apoptotiques. Une autre voie, c'est la voie alterne. Cette voie alterne reconnaît, et là ça nous intéresse un peu plus, des lipopolysaccharides bactériens, donc des protéines de surface des bactéries. Donc on voit que sans avoir à adapter les antigènes qu'il reconnaît, le système complément peut déjà attaquer des bactéries. Et enfin, la voie des lectines, encore une fois, c'est des molécules membranaires qui ne sont pas forcément propres aux bactéries, qu'on peut retrouver sur les bactéries, et qui s'appelle la voie des lectines. Toutes ces voies se rejoignent pour former le complexe d'attaque membranaire. Les rôles du système complément ne s'arrêtent pas à la lyse cellulaire. On retrouve l'opsonisation. Et là, j'attire votre attention sur l'opsonisation, puisque c'est un terme qu'on a déjà relevé par plusieurs fois. Évidemment, il a un rôle dans l'inflammation et la régulation de l'immunité. Je insiste sur le fait que le système complément est fortement régulé par des protéines satellites. Et je reviens sur l'opsonisation tout de suite pour vous expliquer ce que c'est. Voici un phagocyte avec ses récepteurs verts là, qui vont reconnaître les fractions constantes des immunoglobulines. Et voici un germe avec des antigènes rouges qui sont variables et qui échappent donc à l'immunité innée et qui vont être reconnus plutôt par l'immunité acquise, comme les lymphocytes, les immunoglobulines, les plasmocytes. Lorsque ce germe pénètre dans l'organisme, on va avoir une sécrétion d'immunoglobulines qui visent ce germe et qui reconnaissent l'antigène de ce germe. Les anticorps ont une fraction constante qui va être reconnue par le phagocyte. Et donc, même si le phagocyte n'arrive pas à reconnaître le germe, une fois que le germe sera recouvert, tapissé d'anticorps, ça deviendra un véritable aimant à phagocytes. Donc, c'est des véritables aides à la phagocytose. Et ça, c'est l'opsonisation. C'est le fait d'utiliser un intermédiaire pour aider la phagocytose. Donc, en protéines d'opsonisation, on a vu ces IgM sécrétés par les lymphocytes marginaux et notamment aussi la tubstine qui est sécrétée par la rate. Quand on retire la rate, donc, on a ce déficit en lymphocytes B marginaux, ce déficit en plasmocytes mémoire qui sont aussi stockés dans la rate, déficit en protéines régulatrices du complément, on a vu la properdine, et déficit en protéines aidant la phagocytose, on a vu la tubstine. Et dans la splénie, on vous parlera surtout des germes encapsulés, qui sont particulièrement pathogènes en cas d'asplénie. Les germes encapsulés, je vous en ai mis une liste plus ou moins exhaustive pour les ECN ici. Les 3 premiers sont indispensables à apprendre. La salmonelle typhi est à retenir en cas de voyage en endémie ou de vie en endémie. Et les entérobactéries, c'est un peu plus vague, c'est pas forcément à retenir dans le détail. Qu'est-ce qui rend ces germes particuliers? C'est que sur leur membrane, ils ont des protéines qui les rendent particulièrement résistants à la phagocytose. Or, on a vu que dans la splénie, on retirait toutes les aides à la phagocytose. Ce qui fait que sans l'opsonisation, les phagocytes sont plus ou moins démunis et rendent les germes encapsulés particulièrement résistants au système immunitaire de l'hôte. D'autres choses à retenir à part les germes encapsulés au niveau des infections, au niveau de la splénique, comme on retire les macrophages qui nettoient les hématies, on va se retrouver avec des infections graves, notamment pour les germes qui sont intrahématiques. Donc là, je vous mets le paludisme, mais je vous mets aussi la babésiose, qui est un protozoaire comme le paludisme, intrahématique, à la différence près qu'il n'a pas de localisation hépatique. Transmis par piqûre de tique, c'est peut-être l'occasion d'un QCM un peu alambiqué. Évidemment, la grippe est très grave chez les aspléniques, non pas en elle-même, mais parce qu'elle va facilement se surinfecter par un germe encapsulé qu'on a vu plus haut. Donc c'est quelque chose qu'il faut absolument retenir. Outre le fait que le patient est un peu plus fragile, il peut très facilement se surinfecter à germe encapsulé. Pour la prise en charge, il n'y a pas de contre-indication au vaccin vivant chez un asplénique, donc vous pouvez continuer à vacciner contre
le ROR ou la fièvre jaune. En revanche, et là, si vous devez retenir une seule chose de tout ce topo, c'est que chez la splénique, on craint surtout le pneumocoque. C'est le plus redoutable des ennemis de la splénique. Donc on va le vacciner. Le protocole doit s'effectuer 15 jours avant l'opération, si on prévoit de retirer la rate. Et si on ne le prévoit pas, par exemple sur une splénectomie traumatique, sur une fracture de rate hémorragique, on va vacciner plutôt 15 jours après. On utilise un vaccin à 13 valences, avec plus ou moins un vaccin à 23 valences en rappel derrière. C'est toujours mieux, c'est pas obligatoire. Et ça, on le fait tous les 3 à 5 ans. Le piège classique à éviter, c'est que c'est pas tous les ans. Le temps que l'immunité se prépare à une vie sans rate, ce qui va durer 2 ans chez l'adulte et 5 ans chez l'enfant, et notamment pour contrer toutes ces infections pneumococciques, on va utiliser des pénicillines V quotidiennes. La pénicilline V que vous devez connaître pour les ECN, c'est l'oracilline. Voilà, et c'est une prise quotidienne pendant 2 ans chez l'adulte ou 5 ans chez l'enfant, le temps que l'immunité se refasse à la splénie. Enfin, dans la prise en charge, on vaccine contre l'hémophilus, qui est un germe encapsulé aussi, juste l'hémophilus B, qui est un peu plus fréquent, la grippe, on l'a vu pour éviter qu'elle se surinfecte, et le méningocoque. Comme dans toute maladie chronique, on remet à la splénique une carte d'asplénique et on éduque le patient notamment à toutes ces infections. C'est à peu près les grandes lignes que vous devez retenir pour la prise en charge de fond de la splénique. Maintenant, devant une fièvre aiguë chez un asplénique, encore une fois, on redoute l'infection à pneumocoque. Si vous avez suivi les topos que j'avais fait en infectiologie, vous vous rappelez des stratégies de prescription. Donc en probabiliste devant un pneumocoque, on va mettre des C3G. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas de l'amoxicilline? Tout simplement parce qu'il y a quand même pas mal et de plus en plus de pneumocoques à sensibilité diminuée à la pénicilline, des PSDP. Et donc du coup, on va utiliser préférablement les C3G. Ce sera toujours le traitement probabiliste des pneumocoques en urgence. Voilà. Alors j'espère que ce topo n'a pas été trop compliqué. Comme je vous l'ai dit, il est un petit peu borderline pour les ECN, mais je pense que j'ai résumé toutes les notions qui étaient importantes à retenir pour l'examen. Donc j'espère que ça vous servira un petit peu. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt. Bon courage pour la suite.